libération de Koné Suleiman, qui par affection pour moi se fait appeler Bako Koné Suleiman. J'ai téléphoné à Paris pour avoir des nouvelles. Je n'ai pas pu avoir son avocat, mais je crois qu'il a déjà 2 ou 3 avocats qui s'occupent de cette affaire et j'espère qu'elle va bien se terminer. C'est un combat que nous menons, c'est un combat que tout le monde mène et mon devoir à moi, c'est au moins de prendre des informations quand un accident comme ça arrive à un de ceux qui me suivent. Donc, je souhaite que le Seigneur le fasse libérer le plus tôt possible. Maintenant, nous revenons ici, chez nous, à Abidjan. Et aujourd'hui, nous sommes à Cocody. Je salue notre camarade du PDCI dont on m'a parlé tout à l'heure. Je salue évidemment ma petite sœur et cousine Aïcha Koné qui est arrivée ici. Et puis je salue tous les responsables du parti. Je salue tous les chefs, tous les responsables religieux, et puis vous-même, je vous salue d'être venus si nombreux. Les gens de la direction du parti vont entendre ce que je leur ai déjà dit. Il y a aujourd'hui des problèmes de terre en Côte d'Ivoire, les problèmes fonciers en Côte d'Ivoire. Vous trouvez un bout de terre, il y a 5 personnes qui ont des papiers sur cette terre-là. Vous trouvez un bout de terre, il y a 3, 4, 5 qui ont un ACV sur cette terre. Chers amis, prenons garde. Prenons garde parce que nous allons avoir des problèmes dans ce pays à cause du foncier. À cause du problème de foncier, nous allons avoir des problèmes. Abidjan n'existe plus. Abidjan n'existe plus. Vous avez vu les chefs hébrieux qui sont venus faire la bénédiction, ils n'ont plus de terre. Ils n'ont plus de terre. Ici, nous sommes sur un stade. Mais ce stade-là, c'est quoi? C'était la forêt des Hébrieux. C'est là
qui venaient faire leur champ, leur plantation. Aujourd'hui, pour nous, c'est un stade. Bon, nous voyons des immeubles partout, mais c'est la forêt des gens. C'était la forêt des gens. Mon maire est là, le maire de Ouagadougou. Je l'ai vu tout à l'heure. Et je disais l'autre jour à la réunion que j'espère qu'il n'y aura pas un jour un fou comme maire de Ouagadougou qui va se lever pour aller détruire toutes les cases, toutes les maisons, soit disant qu'il va construire des boulevards, soit disant qu'il va... C'est pas possible. Je trouve que ce qui s'est fait à Djamé est une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment une honte. Vous allez casser un village. Enfin, on est où là? On est quoi là? On est où? Moi, je suis arrivé à Abidjan en 1962. Ce village était là. Anano était là où il est. Awabaoulé était là. Et aujourd'hui, ces villages non seulement n'ont plus de terre, parce qu'on leur a pris toute leur terre, mais eux-mêmes, villages, ils ne sont plus là, ils ne sont plus rien. On leur dit de quitter. Et on vient un matin, on casse ces villages-là. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et je le répète, je ne peux pas être d'accord avec des mesures qui déshumanisent les hommes. Mais ils vont aller où maintenant? Les gens d'Agadez, ils vont aller où? Je leur ai dit que leur sort leur appartient. Parce que quand vous allez faire de moi président de la République, je reconstruirai le village. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave que ça. Aujourd'hui, on voit que les Hébrieux n'ont plus de terre. Ça se voit à l'œil nu. Parce que quand nous parcourons Abidjan, Abidjan est la déformation du mot Bidjan. Quand nous parcourons Abidjan, il n'y a plus un seul espace pour faire ni du cacao, ni du café, ni même du manioc. Quand je suis arrivé, merci. Quand je suis arrivé dans cette ville, il y avait encore la forêt. Entre Adjamé et Benjerville, c'était la forêt. Ici, partout, c'était la forêt. Comme on dit, les deux plateaux n'existaient pas. On a dit deux plateaux le jour de la mort de De Gaulle. Quand la télévision et la radio ont dit que les chefs d'État sont allés à l'enterrement de De Gaulle à Colombey, les deux églises,
Alors, on a pris les deux églises pour en faire les deux plateaux. Et on a créé un nouveau quartier. C'était en 1970 ou 71. À partir de ce moment-là, on a continué à tout casser. À casser toute la forêt de Robité. C'était en pleine forêt. Mais aujourd'hui, où est de Robité? Partout. Akwedo dépendait de Benjerville. Abobo dépendait de Benjerville. Yopougon dépendait de Benjerville. Les vieux là, ils me connaissent. Ils ont dit que j'étais un enfant d'Anono. Mais moi, j'ai grandi à Anono. J'ai fait quelques moments à Anono. Parce que j'avais un ami, ce Seigneur André, il a dit, ce Seigneur André, qui était instituteur à Benjerville et qui avait été affecté à Anono, qui était une circonscription de Benjerville. Donc j'étais là-bas. Mais tout ça, aujourd'hui même, où est Anono? Où sont les terres d'Anono? Où sont les terres d'Abobo Baoulé? Où sont les terres d'Abobo Baoulé? Où sont les terres de Djorobité? Où est Djorobité même? Où sont les terres d'Adjamé? Où sont les terres de Kouté? Yopougon Kouté, où sont les terres de Yopougon Kouté? Rien. Tout est parti. Tout est parti. Et c'est voyant tout cela que la loi a été prise en 1982 de transférer la capitale à Yamoussoukro. Quand je suis arrivé au pouvoir en 2000, j'ai fait un tour à Yamoussoukro et j'ai constaté que les infrastructures n'existaient pas. Je me suis mis à bâtir Yamoussoukro. J'ai construit l'Assemblée nationale de Yamoussoukro. On devait me livrer le produit fini en 2012. On m'a arrêté en 2011. Allez voir à Yamoussoukro. Le bâtiment est là, presque achevé, et on l'a laissé comme ça dans la brousse. Et je n'ai pas emprunté un seul franc pour le faire. J'ai commencé à construire aussi
la présidence de la République. J'ai commencé. Mais les travaux étaient moins avancés que les travaux de l'Assemblée nationale. J'ai construit l'hôtel des parlementaires à Yamoussoukro. Parce que j'ai vu un ami parlementaire PDCI avec qui je causais. Je lui ai dit, je suis en train d'achever le nouveau parlement à Yamoussoukro. Il dit, mais Babo, toi aussi. Moi, j'ai emprunté pour construire ma maison à Abidjan. Je n'ai même pas fini de payer les traites. Et tu nous dis d'aller à Yamoussoukro. J'ai dit, bon, si c'est ça, je vais vous faire un hôtel. Et j'ai fait l'hôtel. L'hôtel des parlementaires, il existe à Yamoussoukro. Il nous a coûté 22 milliards. Et quand j'ai vu que parce que les gens ne disent pas la vérité ici. Les gens ne disent pas la vérité. Quand j'ai vu que tous les services ne pouvaient pas aller immédiatement à Yamoussoukro, j'ai décidé de faire en sorte que l'autoroute aille jusqu'à Yamoussoukro. Quand Oufoué a fait l'autoroute de Yamoussoukro, l'autoroute s'arrêtait à Saint-Grobo. C'est lui qui a fait que l'autoroute va aujourd'hui d'Abidjan à Yamoussoukro, c'est Babou Laurent, c'est moi. Les gens font comme si c'est eux qui ont fait l'autoroute. Alors, c'est moi qui ai pris la décision de continuer l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro. C'est seulement pour l'autoroute que j'ai pris des crédits. J'ai pris des crédits avec les banques arabes. Parce que chez les Arabes, il y a la zakat. S'il y a des musulmans parmi vous, ils doivent savoir. Donc je suis allé là-bas. Et vous avez un témoin que vous pouvez interroger. C'est Patrick Hachi. C'est lui que j'avais envoyé. Donc, vous pouvez... Celui qui dispute ce que je dis peut aller interroger Patrick Hachi. Il n'a même pas besoin de l'amener ici, il peut aller sur lui pour l'interroger. C'est lui qui a négocié notre entrée dans l'association des pays qui bénéficiaient des négociations avec les pays arabes. Et nous avons construit l'autoroute. Et c'est pendant que nous construisions
l'autoroute de Saint-Grobo à Yamoussoukro que les gens de Jacquesville m'ont demandé de faire un pont parce que pour aller à Jacquesville, c'était la galère. Il fallait prendre un bac. Alors, quand j'ai su ça, j'ai rappelé les banques arabes et je leur ai dit, pendant que nous travaillons sur l'autoroute avec une compagnie tunisienne. C'est une compagnie tunisienne qui a fait cette autoroute-là. Alors pendant que nous faisons ça, est-ce que vous pouvez me faire un petit crochet là pour aller à Yamoussoukro, pour aller à Jacquesville? Ils ont dit il n'y a pas de problème. Combien on a calculé, et puis bon, ils ont indiqué une société égyptienne. Et c'est cette société égyptienne-là qui a fait le pont entre Abidjan et Jacquesville. Donc voilà les travaux que nous avons faits pour décongestionner Abidjan et amener les gens ailleurs. Et j'avais pris une décision pour éviter ce qui est arrivé à Abidjan, la décision que j'avais prise et que je vais appliquer demain quand je serai de nouveau à la présidence. On ne mettra pas la capitale à Yamoussoukro et puis toutes les usines à Yamoussoukro. Non. Les usines, on peut les mettre à Tébissou, à Toumoudi, à Saint-Fra, dans les villes d'à côté. Si elles ne veulent pas être loin des centres de décision, on peut les mettre dans les villes d'à côté. Saint-Fra, c'est tout près de Yamoussoukro, Tébissou, c'est tout près, Toumoudi, c'est tout près, Beoumi, c'est tout près, Sakassou, c'est tout près. Bon, on peut, il y a de quoi travailler. Il y a de quoi travailler. Mais Abidjan, on a étouffé Abidjan, toutes les usines, 80% de l'économie hors agriculture, c'est Abidjan. En fait, quand même, tu vas à Bangolo. Bon, j'ai entendu. Donc, chers amis, il faut, si nous voulons éviter des bagarres demain, si nous voulons éviter des guerres liées au foncier, il faut faire une loi sur le foncier. La loi de 1998, proposée par celui qui était alors mon ami et qui, hélas, nous a quittés il n'y a pas très longtemps, Lambert Kwasi-Kona, ministre de l'Agriculture de Bédié, elle était bonne, mais elle était seulement une loi pour le foncier rural.
elle était seulement une loi pour les villages. Mais pour les villes, et Abidjan, et Boaké, et Gagnoa, et Daloa, et Tébissou, et Tumodi, et Korogo, et Ogéné, il faut... L'amélioration de la qualité de vie repose d'abord sur la gestion de soi et de son environnement immédiat, car c'est à partir de l'individu conscient et organisé que peut émerger une société stable et prospère. Dans son discours du 3 mars 2025, le capitaine Ibrahim Traoré a insisté sur la nécessité pour chaque citoyen de prendre conscience de sa responsabilité individuelle dans la construction du bien commun. Il ne suffit pas d'attendre des solutions venues d'en haut, mais de comprendre que chaque action quotidienne a une répercussion sur l'ensemble de la communauté. Cela commence par l'autonomie intellectuelle et l'émancipation vis-à-vis des schémas imposés par des systèmes extérieurs qui n'ont souvent pas les intérêts des peuples à cœur. L'éducation joue un rôle central dans cette démarche, non seulement dans sa forme académique, mais aussi à travers la capacité de chacun à s'instruire par lui-même, à cultiver l'esprit critique et à se méfier des manipulations idéologiques qui visent à maintenir les peuples dans un état de dépendance. L'une des clés essentielles pour améliorer sa condition de vie est donc de ne pas céder à la facilité de l'ignorance et de l'apathie, mais de chercher à comprendre le monde dans lequel on évolue afin d'agir avec lucidité et détermination. Cette exigence intellectuelle doit être accompagnée d'une discipline personnelle, car sans rigueur et sans effort, aucun changement réel ne peut s'opérer. Dans ce sens, Vladimir Poutine, lors de son entretien avec le Premier ministre birman Min Aung, a évoqué l'importance de la persévérance et du pragmatisme face aux défis imposés par un monde en perpétuelle mutation. Il ne suffit pas d'aspirer à une meilleure qualité de vie, il faut être prêt à faire les sacrifices nécessaires pour l'atteindre. Cela implique une gestion rigoureuse de son temps, de ses ressources et de ses priorités. Il faut apprendre à se libérer des distractions futiles qui détournent de l'essentiel et se concentrer sur des objectifs concrets à long terme. Ce principe s'applique aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle nationale, car un peuple qui ne maîtrise pas ses propres ressources et qui ne planifie pas son avenir est condamné à dépendre éternellement d'intérêts extérieurs. Cette logique rejoint la pensée de Laurent Gbagbo, qui, dans son discours à Cocody-Angré, a souligné la nécessité pour l'Afrique de prendre en main son destin au lieu de continuer à attendre des solutions venues d'ailleurs. Il a insisté sur le fait que les nations qui dominent aujourd'hui le monde sont celles qui ont su développer un esprit d'indépendance, une vision stratégique et une volonté inébranlable de protéger leurs intérêts. Si un individu veut améliorer sa condition de vie, il doit appliquer les mêmes principes en cultivant une discipline personnelle, une indépendance économique et une capacité à s'adapter aux réalités changeantes de son environnement. Il ne s'agit pas de se plaindre des difficultés, mais de comprendre leur origine et de trouver des moyens concrets de les surmonter. Une meilleure qualité de vie passe également par la maîtrise de son environnement économique. Trop souvent, les individus se laissent enfermer dans des schémas de consommation imposés qui les maintiennent dans une forme de précarité perpétuelle. Dépenser au-delà de ses moyens, se laisser séduire par des modèles de vie artificiels et chercher à imiter des standards qui ne correspondent ni à sa réalité ni à ses besoins véritables, conduit à une insatisfaction permanente. L'un des enseignements fondamentaux des leaders qui ont marqué l'histoire politique récente est l'importance de la souveraineté économique, et cela commence à l'échelle individuelle. Savoir gérer ses ressources, investir intelligemment dans ce qui apporte une valeur réelle sur le long terme, et éviter la dépendance aux systèmes qui encouragent l'endettement sont des éléments essentiels pour s'assurer une stabilité matérielle et mentale. L'individu qui sait se contenter de l'essentiel et qui organise ses finances avec rigueur se met à l'abri des crises et peut se projeter vers l'avenir avec sérénité. Mais cette autonomie ne peut être complète sans une implication active dans la vie sociale et politique de son pays, car aucune amélioration durable de la qualité de vie n'est possible si l'environnement dans lequel on évolue est marqué par l'injustice, la corruption et l'exploitation. C'est pourquoi l'engagement citoyen est une condition sine qua non de toute transformation positive. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a rappelé avec force en soulignant que la passivité face aux dérives du pouvoir, aux ingérences étrangères, équivaut à une soumission volontaire qui finit par détruire non seulement les nations mais aussi les individus eux-mêmes. L'histoire montre que les peuples qui ont réussi à améliorer leur sort sont ceux qui ont refusé l'oppression et qui ont su s'organiser pour défendre leurs droits. Cela ne signifie pas nécessairement une opposition frontale aux structures en place, mais plutôt une prise de conscience collective de l'importance de l'action politique et sociale. Chaque citoyen, quel que soit son niveau, doit comprendre que son avenir dépend de son implication dans la gestion de sa communauté.
Cela passe par des actions concrètes comme le soutien aux initiatives locales, le refus des comportements destructeurs qui affaiblissent la cohésion sociale et une vigilance permanente face aux tentatives de manipulation qui visent à diviser et affaiblir les peuples. Laurent Gbagbo a souvent insisté sur la nécessité d'une solidarité active entre citoyens, car sans cette cohésion, toute tentative d'émancipation reste illusoire. Il ne suffit pas d'accuser les forces extérieures d'être responsables des malheurs d'un peuple, encore faut-il être capable de s'organiser en interne pour construire une alternative viable. L'unité, la discipline et la capacité à identifier les véritables enjeux sont des éléments fondamentaux pour toute société qui aspire à une meilleure qualité de vie. Ces principes s'appliquent également dans le cadre des relations internationales, où la capacité d'un État à défendre ses intérêts repose sur la force et la lucidité de son peuple. Vladimir Poutine a souvent martelé que la souveraineté d'un pays ne peut être préservée que si ses citoyens sont conscients de leur identité, de leurs ressources et des défis qui les attendent. L'amélioration de la qualité de vie ne peut donc être dissociée d'une vision stratégique à long terme, qui implique de penser au-delà de l'immédiat et de ne pas se laisser entraîner par des décisions impulsives dictées par des pressions extérieures ou des intérêts à court terme. Il est essentiel de développer une résilience face aux crises, une capacité d'adaptation et une détermination inébranlable à avancer malgré les obstacles. En définitive, la clé d'une vie meilleure ne réside pas seulement dans l'accumulation de richesses matérielles, mais dans la capacité à maîtriser son destin, à comprendre son environnement et à agir avec intelligence et responsabilité pour construire un avenir où la dignité, la justice et la souveraineté ne sont pas de simples slogans, mais des réalités concrètes.